On constate donc que le girl power, la sororité, s'arrête la plupart du temps lorsqu'il s'agit de morphologie, de couleur de peau, mais surtout d'argent. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, ça ne me choque pas vraiment. Quand les femmes montent dans la hiérarchie, on croit qu'il s'agit d'un succès, mais le fait est qu'elles ne créent rien pour remplacer cette hiérarchie. À la place, elles reprennent simplement les vieilles structures de pouvoir qui ont privé de leur voix les personnes marginalisées. Le management toxique en entreprise n'a pas de genre. Il peut être mené par un homme comme par une femme. Pourtant, lorsqu'elles sont aux manettes, elles sont perçues comme pires. You said a man is not a necessity, a man is a luxury. Like dessert. Yeah. A man is absolutely not a necessity. Did you mean that to sound mean and bitter? Oh, not at all. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man, you know? My experience with men is great because I pick them because I like them. I don't need them. Waouh, ce genre de discours fait rêver, n'est-ce pas? La boss girl originelle. Sur internet, le phénomène de la girl boss génère des millions de vues et fait naître des centaines et des milliers de comptes. Aujourd'hui, être une girl boss, c'est une tendance, une très grosse trend qui drive énormément de jeunes et de moins jeunes femmes sous cette bannière. Les comptes de motivation, de citation, de partage de contenu inspirant, etc. Et même cette fameuse trend that girl, toutes dérivent de cette dernière. Ça fait rêver, donc ça pilule sur la toile, et si ça pilule sur la toile, donc forcément ça fait vendre. Le problème, c'est que derrière ces slogans mielleux et boostants, on croirait de prime abord qu'il a pour objectif de faire level up la gente féminine, mais en fait non. Ce mouvement n'est rien d'autre qu'une arnaque, une hypocrisie de la part des promotrices, mais surtout ce mouvement encourage le sexisme. Salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on apprend des choses intéressantes, alors si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin, c'est important, à la liker, et en bonus, tu peux même penser à t'abonner et à partager. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Alors, c'est quoi être une girl boss concrètement? Cette image d'incarner une femme entrepreneur qui réussit dans un monde dominé par les hommes, souvent en adoptant des traits traditionnels masculins de leadership et d'ambition. Si l'on se réfère aux discours qui reviennent de la part de celles qui clament l'être sur les réseaux, être une girl boss ou une boss lady au choix, c'est être une femme qui s'est faite seule, qui est indépendante, autosuffisante, qui gère son ou ses propres business et qui agit ou alors est sa propre patronne. Bien sûr, ça c'est le côté indépendance financière de la chose. À cela, on peut rajouter aussi un côté mindset de leader qui sait ce qu'elle veut, qui n'hésite pas et qui ne se contente pas en fait de la médiocrité, mais vise toujours l'excellence. Une boss quoi. Une définition bien musclée pour galvaniser le self-empowerment des femmes, pour leur montrer, leur faire comprendre qu'elles ont aussi le droit d'être ambitieuses, de se construire des carrières et de rêver plus grand que d'être en cuisine. Grosso modo, vous voyez un peu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on partage sur les réseaux, mais le mouvement ne date pas de l'avènement des réseaux sociaux ou encore de la génération Z, non. La femme par exemple que j'ai mise dans l'extrait en début de vidéo qui recevait une interview s'appelle Sherilyn Sarkisian Lapierre. Plus connue sous le nom de Cher, elle est une chanteuse, actrice et icône de la pop culture américaine, née le 20 mai 1946 à El Centro en Californie. Elle est célèbre pour sa voix grave, distinctive et son impressionnante carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, la surnommant la déesse de la pop. Elle a commencé sa carrière très jeune dans les années 60 avec son mari et ils formeront ensemble le duo Sonny et Cher, si jamais ça vous dit quelque chose. Ensemble, ils vont produire des titres à succès, mais dans les années 70, elle va connaître un grand succès en solo avec des titres comme Gypsy, Tramps and Thieves et Half Breed. Dans les années 1980-1990, elle s'est imposée comme actrice, remportant un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Moonstruck. Elle a également été aussi reconnue pour son influence dans la mode et son engagement dans diverses causes sociales. À cette époque déjà, c'était très impressionnant, mais aujourd'hui, si le terme s'est encore plus répandu, le terme de girl boss, c'est grâce à une jeune dame qui a réalisé un exploit unique en son genre, quitté de littéralement zéro à millionnaire. Sofia Amoroso, c'est son nom. C'est une entrepreneuse américaine née le 20 avril 1984 à San Diego, Californie. Elle est principalement connue pour être la fondatrice de la marque de mode en ligne Nasty Gal et pour son rôle dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Elle a eu un parcours assez atypique avant de créer Nasty Gal en 2006. Après avoir abandonné ses études et enchaîné des petits boulots, elle commence à vendre des vêtements vintage sur eBay. Elle réussit à transformer cette petite boutique en une entreprise à succès, Nasty Gal, qui devient une marque de mode mondialement reconnue, atteignant plus de 100 millions de dollars de ventes annuelles à son apogée. Un storytelling très intéressant et impressionnant, on est d'accord. Cet exploit la propulse et en seulement quelques années, elle est devenue une icône de l'entrepreneuriat féminin à une période où justement ce n'était pas très courant. C'est donc au sommet de son ascension qu'elle décide de faire un move qui lui sera très bénéfique. Elle publie son livre intitulé #GirlBoss en 2014, un livre autobiographique où elle raconte son parcours d'autodidacte et partage des conseils pour réussir dans le monde des affaires. Le
livre devient un best-seller et inspire même la série Girl Boss diffusée en 2017 sur Netflix. Comme je le disais, ce move lui sera vraiment incroyablement bénéfique. Après le succès de son livre, elle créera une marque du même nom et ses articles vont s'arracher comme des petits pains. Parce que oui, après tout, ça fait rêver de s'aligner sur la bannière de ces femmes-là qui rêvent de prendre le pouvoir littéralement et de devenir non pas maîtres mais maîtresses de leur destin. Du coup, le mouvement il est lancé et grosso modo l'idée c'est de bâtir une énorme sororité pour faire évoluer les femmes autour d'elles et bâtir un gigantesque empire de boss lady pour ainsi équilibrer l'inégalité des genres au travail. Sauf que tout n'est pas rose, malheureusement. Et si ça l'avait été, je ne serais pas en train de faire cette vidéo, on est d'accord? Eh bien, asseyez-vous parce que c'est là que l'arnaque commence. Ce mouvement a démontré avec élégance qu'il y a bien une égalité entre les genres sur certains points. On peut tous être des connards assoiffés de profit. Oups, j'ai dit connard. My bad, des connasses. Oui, parce que la sororité que vend le mouvement n'est en réalité que du pipeau, du gros foutage de gueule. Il n'y a pas de réelles entraides, il n'y a pas de girl power ou quoi que ce soit, mais juste de l'exploitation. Elles sont nombreuses, ces PDG-là, ces CEO, à avoir été accusées à leur tour d'exploiter leurs employés, hommes comme femmes, et de les licencier la plupart du temps injustement. Dans le cas précis de la girl boss originelle Sophia Amoruso, en 2015, des ex-employés de sa boîte Nasty Girl ont intenté un recours collectif contre la compagnie qu'elles accusent de ne pas être le havre de paix des femmes qu'annonce la fondatrice. Selon une plainte obtenue par Isabelle, la compagnie avait licencié 4 femmes enceintes et un homme sur le point de prendre un congé de paternité, alors que c'est clairement illégal de le faire. Dans des entrevues anonymes qui ont suivi, d'autres employés ont parlé d'un climat de peur et de mise à pied fréquente en plus de qualifier Sophia Amoruso de vengeresse. Rien que ça. Elle est passée où la sororité, l'entraide, la bienveillance? Eh bien, quand l'argent et le pouvoir sont en jeu, apparemment ça n'existe plus. Pas étonnant que l'entreprise ait fait faillite en 2016. Et des exemples comme celui-ci sont légion. Mode Claude par exemple, la compagnie de vêtements vintage en ligne, les échos de la part des employés ont informé qu'il y avait des mises à pied fréquentes, qu'ils sont mal payés et qu'ils entendent des commentaires de la part du PDG en totale contradiction avec des valeurs d'origine de l'entreprise. En gros, leur propre PDG les traitait de grosses. Pareil avec la marketing, qui conçoit des sous-vêtements pour les règles et qui se présente comme une compagnie moderne, progressiste et ouvertement féministe. La PDG montréalaise Miki Agrawal, qui se dit CEO, donc le féminin de CEO, s'est bâti une réputation d'icône féministe rebelle, mais sa marque a également été accusée de mauvaises pratiques envers son personnel, à nouveau des bas salaires, des avantages sociaux dérisoires, une politique déplorable en matière de congé de maternité et un environnement de travail malsain. En gros, si l'on résume un peu, rejoindre le mouvement, c'est vraiment vouloir mettre sa santé mentale à l'épreuve. C'est infernal de bosser dans un environnement où, au lieu de se faire aider en tant que membre de la même communauté, du même genre, tu te fais exploiter, menacer et maltraiter. Comme quoi, la sororité a ses limites, n'est-ce pas mesdames? On constate donc que le girl power, la sororité, s'arrête la plupart du temps lorsqu'il s'agit de morphologie, de couleur de peau, mais surtout d'argent. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, ça ne me choque pas vraiment. Avec la popularité et la visibilité grandissante du féminisme dans la culture populaire, sans compter les profits qu'engendre le mouvement, le scénario de girl boss est plutôt commun. On entend de plus en plus des récits positifs de femmes qui ont gravi tous les échelons du monde des affaires en s'affichant comme féministes et en présentant leur compagnie, leurs produits ainsi que leur environnement de travail comme des exemples de pouvoir des femmes et des valeurs progressistes. Toutefois, comme l'ont montré les scandales qui sont survenus, l'image de la PDG autoproclamée féministe est beaucoup plus complexe que bien des reportages radieux le laissent croire. Quand les femmes montent dans la hiérarchie, on croit qu'il s'agit d'un succès, mais le fait est qu'elles ne créent rien pour remplacer cette hiérarchie. À la place, elles reprennent simplement les vieilles structures de pouvoir qui ont privé de leur voix les personnes marginalisées. Le management toxique en entreprise n'a pas de genre. Il peut être mené par un homme comme par une femme. Pourtant, lorsqu'elles sont aux manettes, elles sont perçues comme pires. Si le féminisme vise à remettre en cause le système patriarcal qui repose sur le capitalisme, l'approche semble erronée. La figure de la girl boss apparaît donc comme la version glamour du self-made man. Elle incarne une émancipation superficielle avec le profit au centre de sa démarche. Cela est d'autant plus flagrant lorsque cette expression est apposée sur des mugs et des t-shirts roses, souvent fabriqués par des femmes dans des pays où elles sont probablement sous-payées. En gros, féminisme plus capitalisme est égal à girl boss. Comme c'est ironique. Les femmes du haut de l'échelle ont monétisé le féminisme sans reverser le moindre centime ni la moindre sympathie au reste du troupeau qui suit le mouvement et se fait entuber très profondément.
Sans jeu de mots chelou, bien sûr. Elles sont tout en haut et vendent un idéal inatteignable tout en souriant lorsque vous faites un nouvel achat de plus dans leur magasin. La girl boss n'a pas changé le système, elle a prospéré à l'intérieur. Hypocrisie et arnaque orchestrée par des femmes sur des femmes, c'est comme ça que l'on pourrait résumer ce mouvement de girl boss. Quoique vous pourriez me dire que ce ne sont pas toutes les successful women qui se sont bâties sur la base des espoirs de leurs consoeurs. Ce qui est vrai, je vous le concède. Mais celles qui ont décidé de vendre un idéal de vie tel que celui-ci sont encore responsables d'autres dérives. Girl boss, c'est un peu genre, ouais, tu peux tout gérer, tu peux être et femme, et chef d'entreprise, et maman, et t'inquiète, ça va bien se passer, t'as le pouvoir de tout faire et tout. Et je pense qu'aussi, ça peut être hyper culpabilisant, en fait, d'avoir l'impression que t'as des meufs qui arrivent à tout faire. Je pense pour certaines femmes qui voient ça de l'extérieur, elles peuvent se sentir vraiment inférieures, de se dire, bah moi, j'arrive pas à tout gérer, et déjà, je suis maman, et déjà, c'est énorme. Ma sœur a eu 2 enfants, elle les éduque seule, franchement, c'est déjà un taf à temps plein, quoi. Et du coup, en fait, ça se veut inspirant, mais ça devient toxique. Cette phrase, si je peux le faire, tout le monde peut le faire, elle est tellement fausse. Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous la même capacité de travail, on n'a pas tous grandi avec la même éducation, on part pas tous du même point. Et du coup, moi, avec cette phrase inspirante, en fait, je me suis fait du mal parce que je me disais, bah vas-y, moi aussi, je vais y arriver et tout. Et en fait, ça m'a juste cramé, quoi. Oui, parce que ce que ces femmes vendent aux autres, c'est juste une vie instagrammable, épurée, organisée à la seconde près, avec un nombre incalculable de tâches à faire en une seule journée. Be that girl devient cette fille. La trend de Mini Minor qui vient un petit peu être la première étape pour devenir une girl boss. Les contenus de That Girl s'adressent aux femmes qui veulent organiser leur quotidien et les vidéos de girl boss parlent aux femmes ambitieuses et carriéristes. Les deux concepts ne sont pas tellement éloignés, mais les deux se résument en une seule notion. Toute ta vie doit être organisée du début à la fin parce que le temps c'est de l'argent. On te dira des phrases à 2 balles du genre « Allez meuf, tu peux le faire, ton succès ne dépend que de toi ». Elles véhiculent le message que tout le monde peut y arriver et que si elles ont réussi, alors n'importe qui pourrait réussir et qu'il suffit de le vouloir. Sur le papier, on ne va pas se mentir, c'est vraiment très sexy. Mais dans la pratique, comment ça se passe? Eh bien, on se lève le matin, à 5 heures, on boit un jus de céleri, on range son appartement au millimètre carré, on fait du sport, on médite, on lit, on bosse. Bref, la that girl ou la girl boss, elle est sexy, elle est gentille, mais surtout, elle est healthy. En fait, dites-vous que c'est un doux mélange entre le côté business à fond de quoi Yumi Denzel, le côté développement personnel d'une Chloé Bloom. Mais pour moi, rien que regarder ces vidéos, honnêtement, ça me montre à quel point ces routines sont tellement exigeante en termes d'organisation et de motivation que ça en devient totalement irréaliste. Tout ce marketing derrière cette construction de la girl boss ne se résume qu'à des phrases du genre, alors que c'est totalement faux. Et si jamais tu flemmardes ou alors si tu te plains de la lourdeur de ce que ça implique de faire partie de ces filles-là, de ces femmes-là, on te fera culpabiliser. Si on suit les conseils de That Girl, les femmes doivent être minces et manger sainement. En d'autres termes, flirter avec le trouble du comportement alimentaire, mais sans jamais vraiment tomber dedans. Les femmes doivent être désirables, c'est-à-dire être belle sans être trop sexy. Cette trend te demande de devenir une femme qui n'a littéralement aucun défaut parce qu'elle coche toutes les cases de la femme parfaite. On pourrait croire que l'objectif réel c'est de nous motiver, mais peut-on vraiment être motivé par une personne à laquelle on ne s'identifie pas? That's the question. On se retrouve avec un mouvement mené par des femmes qui met la pression à d'autres femmes en leur faisant comprendre que pour être des femmes aujourd'hui, elles doivent être à l'image de ce mouvement. On leur dicte donc encore et toujours leur choix pour être considérées comme une femme de valeur. Et si elles n'y arrivent pas, malgré tous les discours de motivation des coachs qu'elles consomment, alors ça dégage. Mais où est donc passée cette sororité, hein? On se le demande bien. Ou alors est-ce encore le patriarcat? Parce que c'est souvent ça leur excuse. Cette fois-ci, ce sont des femmes comme elles qui leur imposent une vision d'un idéal soi-disant absolu à atteindre pour se sentir importante. We're in an interesting time where women are expected to do it all, where it's like you can have a full-time career and be a mom and be this boss and I can do anything a man can do. I love that we have the opportunity to do that. I think that's so important. But I also think that you shouldn't feel bad if you don't want to do all those things because just being a mom, that's the most important job in the world. You're raising a human. So if that's what you're doing, don't feel shamed or embarrassed or less than to someone who's like starting their own business or having a career. I think everyone's fulfilled by different things. Bref, rien de concret sous cette bannière. C'est beau vu de l'extérieur, mais une fois à l'intérieur, on se sent vite dépassé et critiqué par ces mêmes
femmes-là. C'est donc un mouvement d'empowerment creux, une sorte de féminisme uniquement de façade qui ne fait rien pour améliorer les conditions de travail des femmes et qui au contraire même les empire et les rend responsables de tout. De cette façon, celles en haut de l'échelle ne se préoccupent que de faire leur beurre en essorant le concept et en ayant pratiquement rien à faire de savoir si ce qu'elles proposent est un tant soit peu pertinent. À vouloir courir de gauche à droite pour ressembler à leur coach, elles finissent par se sentir épuisées et tombent inévitablement soit en dépression parce qu'elles ont la sensation d'être des merdes ou alors finissent souvent par faire des burn-out. De notre réveil à notre coucher, on doit incarner cette fille, sinon on ne mérite pas de devenir ce qu'elle incarne. Ce qui pour les gens pour qui c'est le taf comme beaucoup d'influenceuses qui suivent cette mode, eh bien c'est cool, c'est super pour elles. Mais pour le reste de l'humanité, ça peut mener vraiment à de vraies dérives. En fait, le truc c'est que ça crée un standard et ça matérialise le bonheur. Alors si on devait résumer tout ça, je ne dirais pas grand chose. Ce mouvement ou cette trend mêle en son sein arnaque, hypocrisie, exploitation, pression et anxiété. Les seules personnes à en profiter réellement sont celles en haut de l'échelle, les influenceuses de lifestyle, dont les finances dépendent de votre adhésion au mouvement et de votre capacité à acheter ce qu'elles vous vendront. Un mouvement purement axé sur le profit et hypocrite au final. Ce que cette mode a tendance à oublier, c'est que la vie ce n'est pas une to-do list et la notion de bonheur elle est différente pour chacun d'entre nous et surtout elle n'est pas palpable. Ce n'est pas parce qu'on suit une routine qu'on va être heureux. Le plus important c'est de s'écouter et de trouver ce qui semble pouvoir nous rendre heureux pour trouver notre propre équilibre. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires tout en restant poli et courtois et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.